À la une de l'actualité, l'Institut de formation biblique et théologique IFBT, présidé par le pasteur Adonis Kessé, a organisé le samedi 7 juillet 2017 sa cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de sa 6e promotion. En République démocratique du Congo, les élections pas avant 2018. À l'international, Trump-Macron, le réchauffement diplomatique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne panafricaine. Débutons ce journal avec l'actualité religieuse locale. L'Institut de formation biblique et théologique IFBT, présidé par le pasteur Adonis Kessé, a organisé le samedi 7 juillet 2017 la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de sa 6e promotion. C'était au sein de l'église La Bénédiction d'Adjamé. Reportage. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée la cérémonie de graduation de la 6e promotion de l'Institut de formation biblique et théologique IFBT Néhémie. Venus nombreux, les parents, amis et connaissances des étudiants pasteurs ont loué l'Éternel pour la vie et le ministère futur des gradués. Des mots de remerciement à Dieu et aux formateurs. C'est ce qui a aussi meublé le discours de Madame Kra Michel, la présidente de la 6e promotion de l'IFBT baptisée Promotion Vase d'honneur. Ce jour est un jour spécial, un jour marquant notre engagement et notre obéissance à Dieu pour le restant de nos jours sur la terre des vivants. Ces instants seront à jamais gravés sur la table de l'histoire de notre vie et dans le livre des souvenirs du Seigneur. À ce stade de mon allocution, je voudrais dire un grand merci aux enseignants, avec à la tête Monsieur le directeur de l'Institut, pour leur patience, leur disponibilité et surtout la grande humilité dont ils ont fait preuve durant cette formation. Que Dieu vous bénisse. L'IFBT est un institut de formation biblique et théologique en collaboration avec True Witness Ministries des États-Unis. Il est dirigé par le pasteur Adonis Kessé. Il vise la formation des serviteurs de Dieu en leur donnant la connaissance nécessaire pour le service sacerdotal. Et dans la perspective de l'exercice de leur ministère, les étudiants pasteurs ont été ordonnés avant de recevoir leur diplôme de fin de formation. Pour les étudiants de l'IFBT, cette remise de diplôme marque la fin d'une riche formation nécessaire dans la vie de tout serviteur de Dieu. Vraiment cette cérémonie de graduation, ce que Dieu a permis dans notre vie, que tout honneur et la gloire lui revienne. Pour ce moment qu'il a permis, vraiment j'ai béni le nom du Seigneur aussi pour la vie de l'Institut. Que Dieu bénisse cet institut, que Dieu bénisse aussi tout le directeur, tout le personnel, tous ces collaborateurs. Dieu te fait grâce de te choisir. Quand il te fait grâce de mettre sa main sur toi, je pense que c'est un privilège qu'il t'a accordé. Et je pense que nous ferons notre possible pour être vraiment à la hauteur de la mission qu'il te fait. Nous voulons bénir l'Institut l'IFBT, nous voulons bénir nos formateurs, nous voulons bénir les directeurs, ses formateurs, pour la connaissance qu'ils nous donnaient pendant 12 mois durant. Les responsables de l'IFBT, avec à leur tête le président de l'Institut, le pasteur Adonis Kessé, entendent poursuivre avec la même qualité de formation biblique et théologique. On dit que nous sommes touchés par cet événement qui vient d'avoir lieu. Il y a eu vraiment de l'affluence. Ça prouve que vraiment les gens ont à cœur plutôt les choses de Dieu et que les choses de Dieu avancent. Mais le souci que nous avons, c'est que nous encourageons les uns les autres, le peuple de Dieu, à venir se faire former. C'est un élément très important, capital, pour pouvoir aider le chrétien. Le vendredi 30 juin 2017 s'est tenu le temps de célébration dénommé Atmosphère de louange à l'hôtel communal d'Abidjan-Cocody. Atmosphère de louange est un programme initié par le chantre Boniface pour communier avec le corps du Christ.
Atmosphère de louange, moment de célébration du Tout-Puissant. Un concept initié par le chantre Boniface et qui se tient tous les derniers vendredis du mois. À cet effet, le vendredi 30 juin 2017, l'hôtel communal de la commune de Cocody a été le théâtre de ce rassemblement pour louer l'Éternel. Comme son nom l'indique, atmosphère de louange à la différence d'un concert habituel, est un moment assez particulier pour demeurer dans la présence de l'Éternel. Autre aspect très particulier de cette célébration, pendant la prestation du chantre, des guérisons ont été opérées et des vies ont été restaurées. Atmosphère de louange, rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, pour la gloire du Tout-Puissant. Au Bénin, à présent, un autre temps d'adoration a été initié pour glorifier le nom de l'Éternel Dieu. Ce temps d'adoration, initié par le pasteur Philippe Barbosa, a réuni un public nombreux et des artistes chantres de prestige. Ont répondu massivement à l'appel du Seigneur. Ils, ce sont les chrétiens regroupés dans cette salle du FITEB. Après le succès éclatant des 8 heures d'adoration vécues au palais des congrès de Cotonou, les adorateurs du Dieu Tout-Puissant se sont une fois encore donné rendez-vous pour le même exercice, et ceci pour 4 heures d'horloge. Il y a une soif aujourd'hui du peuple de Dieu à adorer le Seigneur. C'est pas que nous les Béninois ne savons pas adorer Dieu. Nous savons adorer, mais seulement c'est qu'on avait adoré d'autres choses avant. Mais maintenant Dieu est en train de restaurer l'autel d'adoration dans le pays. C'est pourquoi il suscite ces genres d'événements pour que nous puissions venir. Et le peuple répond. Cela nous montre qu'effectivement Dieu nous a parlé et nous sommes vraiment fiers. Fiers d'être un canal par lequel l'Esprit de Dieu se meut dans le peuple, les artistes se sont succédés au podium pour conduire l'assistance à reconnaître la place de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et cet exercice sera désormais la règle chaque début du mois. Le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser chaque mois, chaque premier dimanche du mois, d'organiser dans ce programme. Normalement, ce programme devait être organisé le 2 passé, qui est le premier dimanche, mais nous avions eu un autre programme à Lomé, donc toujours dans le même cadre. C'est pourquoi nous avons mis ceci après les 8 heures au 9. Donc à partir du mois prochain, c'est chaque premier dimanche. Et par la grâce du Seigneur, si Dieu permet, ce sera toujours ici dans cette salle de FITEB. Face à la puissance du Très-Haut et aux miracles qui se sont opérés durant ces heures d'adoration, participantes et invitées surprises n'ont que des mots de remerciement. J'étais un peu crispée avant de venir, mais là je suis détendue, en tout cas pour tout regrouper, je ressens la vie renaître en moi. La présence de l'Éternel vraiment s'est fait sentir dans toute la salle. On a senti vraiment une cohésion pendant un long moment d'adoration. Les uns les autres n'étaient pas découragés du programme, ils étaient là. Ils ont tenu la promesse, ils sont là, j'ai resté jusqu'à la fin. Et maintenant, ça continue de chauffer toujours. Rendez-vous est donc pris pour le mois d'août pour revivre ces moments intenses d'adoration. Revenons en Côte d'Ivoire pour terminer l'actualité locale. L'ISFC, l'Institut supérieur de formation continue, a organisé un séminaire de renforcement de capacités consacré au leadership. La ville d'Assuéfry, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, a accueilli ce séminaire dont le thème était « Les 5 qualités essentielles d'un vrai leader ». La sous-préfecture d'Assuéfry a servi de cadre à la 2e session du séminaire de renforcement de capacité de l'Institut supérieur de la formation continue dans la région du Gontougo, située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire.
Un auditoire des plus éclectiques composé d'étudiants, cadres de l'administration, paysans, autorités traditionnelles, politiques et religieuses a pris part à ce séminaire avec la présence notable du sous-préfet de la ville. C'est d'ailleurs le représentant du chef de l'État qui a procédé à l'ouverture de ce séminaire en insistant sur l'importance de la formation continue. Pour le docteur Emmanuel Kouman, PDG de l'ISFC, une telle formation ne doit pas seulement se tenir à Abidjan, mais aussi dans les petites villes. En tout cas, c'est une joie pour moi aujourd'hui de pouvoir mettre mes talents et aider mes parents, mes frères et sœurs qui sont à Assoufri. Lorsque le commandant a lancé cet appel pour dire qu'il a pu fonctionner, il a lancé cet appel pour dire venez et nous allons développer. Donc le cabinet ISFC a pris a saisi la perche et pouvoir apporter son savoir-faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça fait la deuxième fois que nous faisons cette formation. Aujourd'hui, nous avons vu les 5 qualités essentielles d'un vrai leader et nous voulons vraiment dire merci. Vous-même, vous avez vu toutes ces personnes qui sont venues, les chefs du village, les chefs des services aussi qui ont été honorés. En tout cas, c'est une joie pour moi et de voir Assoufri se développer, la sous-préfecture se développer. En tout cas, c'est notre objectif. C'est ensuite dans une ambiance très studieuse que le docteur Kouman a développé le thème du séminaire intitulé « Les 5 qualités essentielles d'un vrai leader ». Une formation qui a permis de mettre en lumière les caractères du leader. Les participants se sont dit pleinement satisfaits de la formation. Mieux, ils en redemandent. Vous savez, dans tous les domaines, et surtout particulièrement au niveau de l'éducation nationale, nous sommes appelés à gérer les hommes. Et pour gérer des hommes, il nous faut des éléments, des moyens pour pouvoir le faire. Et je crois que cette formation qu'il a initiée sur le leadership, sur le management et également sur l'entrepreneuriat est bienvenue. La formation continue est très importante. Le leader doit connaître son rôle, doit savoir qui il est pour mieux travailler. Il faut dire qu'au niveau d'Assoufri, nous en avons vraiment besoin et il vient de stimuler en nous cette force-là, ce réveil-là pour pouvoir mieux travailler, nous organiser mieux dans nos différents domaines pour être les meilleurs et relever la force de la sous-préfecture d'Assoufri. Le cabinet ISFC ambitionne de former 1000 leaders dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire d'ici à fin 2018. À l'international, à présent, plus précisément en RDC, les électeurs sont toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour ces élections générales initialement prévues pour la fin 2017. Mais les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent. La refonte du fichier électoral devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet en République démocratique du Congo. La commission électorale vise les 42 millions d'inscrits. Dans la capitale Kinshasa comme dans les 11 provinces du pays, les autorités continuent d'appeler à la mobilisation autour de cette élection présidentielle. Un scrutin très attendu mais dont la tenue demeure incertaine. Et les récents propos du président de la commission électorale sont loin de rassurer les Congolais. Le scrutin initialement prévu en 2016, puis finalement repoussé à fin 2017, ne pourra finalement pas avoir lieu avant début 2018. Le Congo a aujourd'hui la possibilité d'une première alternance pacifique. Mais cette alternance pacifique ne peut se faire que si on organise bien les choses, sans qu'on ait dans la précipitation. À la suite de cette annonce, l'opposition congolaise se dit indignée. Dans l'accord signé le 31 décembre 2016, pouvoir et opposition s'étaient pourtant engagés à organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, au plus tard en décembre 2017. La CENI n'a pas encore fait une déclaration. La CENI va procéder à une évaluation en bonne et due forme du processus conformément à l'accord du 31 décembre. L'accord indique en effet que la CENI procède avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord à une évaluation et il pourrait déterminer la date. Dès cela, après cette évaluation, la CENI va publier le calendrier électoral. Un second report des élections risque d'aggraver la crise qui prévaut en République démocratique du Congo depuis le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'accord passé le 31 décembre 2016 avait permis d'apaiser les manifestations. Au Sénégal, le programme électoral en vue des législatives bat son plein à Dakar. Les 47 listes en compétition sillonnent le territoire pour présenter leur programme de société.
Théodore Chérif Montey, le candidat de l'Union citoyenne Buntubi aux élections législatives, veut réconcilier l'électeur avec l'élu et insiste sur le fait que leur parti est le seul qui travaille à donner sa place aux citoyens dans le débat public. S'il est élu, il promet de travailler selon le triptyque « Je représente, je légifère, je contrôle ». Vu son parcours, Théodore Chérif Montey, ingénieur chimiste de formation, pense avoir le maximum de suffrages au soir du 30 juillet prochain. Mais il fera face à des poids lourds comme la coalition Benno Bokk Yakaar, Manko Taxawu Sénégal ou encore Wattu Sénégal. J'ai l'habitude de dire que quand on dit qu'un politicien au Sénégal est très connu, je demande qu'est-ce qu'il a fait. La seule chose qu'on puisse lui reconnaître, c'est d'avoir volé l'argent des Sénégalais. Ces grands balourds dont vous parlez, c'est des machines qui fonctionnent au fric. Mais ce fric, tout le monde sait d'où est-ce qu'il vient. Il vient des caisses de l'État. Il n'y a aucun parti politique qui, sans avoir gouverné, peut se permettre de rassembler des gens et de leur donner 2000 francs, 3000 francs, un sandwich, un t-shirt, les faire monter dans des cars, des ndiagandiaï pour les amener dans des meetings. L'Union citoyenne n'est pas dans cette démarche. Nous sommes dans une démarche d'engagement citoyen. Nous allons vers les citoyens, vers les Sénégalais. Nous leur parlons, nous leur ouvrons notre cœur. Nous essayons de leur faire comprendre que ce pays nous appartient. De l'autre côté, la coalition Manko Taxawu Sénégal que dirige Khalifa Sall, maire de Dakar, a tenu ce mardi son premier meeting officiel dans leur nouveau directoire de campagne sans sa tête de liste emprisonnée. Nous avons la chance d'avoir comme leader Khalifa Ababacar Sall, maire de la ville de Dakar, qui a un bilan qui est dans le cœur des Sénégalais. Je ne parle même pas des Dakarois, mais Dieu a fait que Khalifa Sall est dans le cœur de tous les Sénégalais, de la majorité des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle il est en prison. Parce que tout simplement, le pouvoir ne veut pas voir Khalifa Sall sur le terrain. Mais Inch'Allah, il y a 1 million de Khalifa Sall d'or qui peuvent le défendre, qui peuvent parler aux populations. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons remporter ces élections ici à Dakar. Pour l'affaire Khalifa Sall, la Cour ne rendra pas de décision avant le 20 juillet. Il semble de plus en plus probable que le candidat Khalifa Sall battra campagne en prison. Le 8 août, les électeurs kenyans sont appelés aux urnes pour des élections générales dans un contexte tendu. Au Kenya, des violences ont procédé à des degrés divers. Chaque élection depuis l'introduction du multipartisme il y a 25 ans. Suivez. Depuis plusieurs mois, la violence fait partie du quotidien des agriculteurs du comté de Laikipia, dans le centre du Kenya. Des hommes armés font régulièrement irruption sur leurs terres pour voler leur bétail et brûler leurs maisons. Pour le gouvernement kényan, c'est l'œuvre de simples bandits, mais les victimes dénoncent des manœuvres d'hommes politiques locaux avant les élections du mois d'août. Ils veulent expulser les agriculteurs qui possèdent de grandes exploitations et tout leur prendre. Ils ne font pas ça pour leur bétail, mais pour leur chef de guerre, leur roi ou leurs politiciens. Au Kenya, les électeurs votent souvent selon leur ethnie. Expulser certaines tribus peut donc s'avérer stratégique sur le plan politique. Plus de 700 Ilchamus ont dû fuir après des raids de la tribu Pokot en mars. Coincés dans un camp de réfugiés loin de chez eux, ils ne pourront pas aller voter. Certains politiciens essayent de prendre un avantage politique en expulsant certaines communautés et en s'appropriant leurs terres et leurs ressources. Les raids entre tribus ont toujours existé entre Ilchamus et Pokot. Mais ce qui n'était qu'une bataille pour du bétail tourne désormais au bain de sang. Des hommes ont toujours protégé le bétail et lors des raids, certains finissent par se faire tuer. Mais c'est assez étrange de voir que maintenant, ils tuent femmes et enfants comme ça, sans aucune pitié. Si les Pokot et les hommes politiques issus de leur rang sont tenus pour responsables de ces exactions, ils ne sont pas épargnés pour autant. La tribu a récemment accusé le gouvernement de mener une opération militaire à leur encontre de façon disproportionnée. 3 de leurs chefs locaux ont été tués ces derniers mois. Les médecins du Kenya maintiennent la pression sur leur gouvernement pour la satisfaction de leurs revendications. Leur mouvement de grève est entré dans sa 5e semaine. Cela prendra le temps qu'il faudra. Voilà en substance le message lancé par les médecins du Kenya qui ne comptent reculer devant rien pour la satisfaction de leurs revendications.
Alors que leur mouvement de grève est entré dans sa 5e semaine, ils se disent plus que jamais déterminés à faire entendre raison à leur gouvernement. Si l'emprisonnement des fonctionnaires est ce qu'il faut pour le respect des médecins de ce pays, qu'il en soit ainsi. Les fonctionnaires sont prêts à aller en prison, les médecins sont prêts à mourir pour ce qu'ils ont négocié parce que si c'est ce qui accordera le respect aux médecins kényans, alors c'est tant mieux. Les médecins grévistes réclament entre autres des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Ils exigent aujourd'hui la mise en œuvre de l'accord signé avec leur gouvernement en mars dernier, accord qui avait mis un terme à plus de 3 mois de grève. Nous sommes nombreux à être prêts à reprendre service parce que nos patients souffrent. Mais le CBA avait été conclu, donc nous n'avons pas besoin de renégocier de nouveau. Malgré l'inflexibilité du gouvernement kényan, les médecins promettent de maintenir la pression en manifestant tous les lundis. Dans le but de sauver l'un des derniers troupeaux d'éléphants du désert d'Afrique, le Mali a utilisé des épagnols néerlandais. Des chiens de chasse reniflant l'ivoire illégal luttent ainsi contre le braconnage. Dans le but de sauver l'un des derniers troupeaux d'éléphants du désert d'Afrique, le Mali a utilisé des épagnols, des néerlandais. Ces chiens de chasse reniflent l'ivoire illégal. Mitch, Bobby et Amy ont reçu une formation intensive pour démanteler les réseaux de trafic d'ivoire qui ont dévasté l'un des derniers troupeaux d'éléphants du désert d'Afrique. Le braconnage s'est répandu depuis que les insurgés Touaregs et les islamistes ont créé le désordre dans une partie du pays en 2012. Après la théorie et la formation en classe, la formation de détection réelle avec l'équipe et les chiens, et maintenant nous allons sur le terrain, dans les opérations réelles pour la pratique, qui est la phase la plus importante, après celle de détection réelle. Donc c'est une étape majeure et maintenant nous avons des dresseurs avec leurs chiens, tous leurs équipements, ils sont prêts à partir. Il ne reste plus qu'environ 300 éléphants au Mali. Près de 167 personnes ont été tuées depuis que les combats ont éclaté en 2012. C'est une défense d'un éléphant du désert malien et généralement ils sont très fragiles, petits par rapport à la taille d'un éléphant normal. Le reste d'éléphants maliens constitue une population spécifique représentant 12% de tous les éléphants d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces éléphants sont vendus sur le marché noir pour un maximum de $5 000. Au Cameroun, un réseau national appelé l'Armée des Tentes est un groupe de plus de 21 000 bénévoles qui aident les victimes d'abus sexuels, de violences et de grossesses précoces à reconstruire leur vie. Au Cameroun, un groupe de plus de 21 000 bénévoles a créé un réseau national sous l'appellation de l'Armée des Tentes qui aide les victimes d'abus sexuels et de grossesses précoces à se reconstruire. Baptisés Renata, les volontaires organisent des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les pratiques culturelles nuisibles qui ciblent souvent les filles. Je pense que la première chose sera de punir ceux qui commettent ces types d'actes, que ce soit le repassage des seins ou le viol. Le gouvernement doit vraiment faire des lois et être cohérent dans la punition des personnes qui continuent à commettre ces actes. Mais vous devez également vous soucier des victimes. Nous soutenons davantage les victimes en soutenant peut-être des organisations comme le Renata, en première ligne dans ce combat. L'organisation est répartie en plus de 350 groupes dans le pays. Les Tentes ont lancé un programme de sensibilisation dans les écoles primaires destinées aux enfants de 4 à 5 ans. Au Renata, le rôle d'une tantine, c'est d'abord, après la formation, elle s'engage à lutter contre les grossesses précoces dans la communauté, d'abord dans sa famille, dans son village, dans son quartier et aussi au Renata maintenant, le Renata qui est le réseau, elle est une actrice parce qu'elle est d'abord victime et elle est une actrice pour aller vers les adolescents pour parler de ce problème. Selon une étude réalisée par Renata en 2009, près d'une femme sur 20 a déjà été violée au Cameroun et un cas sur 5 est le fait d'un membre de la famille d'après le Renata. Au Nigeria, à présent, le recyclage est un secteur d'avenir à Lagos. Des artistes transforment des déchets en meubles, une idée novatrice qui permet à des jeunes entrepreneurs de s'imposer dans un secteur encore peu exploité dans le pays. En 2014, Olamide Babajide a fondé Pearl Recycling, une société de recyclage. L'entrepreneur achète des déchets tels que des pneus, des magazines, du plastique ou encore du bois, qu'elle transforme ensuite en articles ménagers.
Son entreprise emploie 3 salariés et a formé environ 20 personnes au recyclage et à la confection des pièces. Au fil du temps, j'ai remarqué que le gaspillage était un problème général. La gestion des déchets est un problème au Nigeria pour lequel nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution. J'ai donc senti que la meilleure façon de le faire est de trouver une solution. Les gens peuvent gagner de l'argent par des déchets ou transformer les déchets en quelque chose d'utile. C'est donc ce qui a amené l'idée et la vision de Pearl Recycling. Diplômée en génie informatique, Olamide Babajide a découvert et apprécié le concept du recyclage à la suite d'un voyage aux Émirats Arabes Unis. Elle a pu y voir des pièces artistiques fabriquées à partir de tiges de maïs et vendues des centaines de dollars. Elle a ensuite lancé sa société avec un capital de 5 000 $ américains, gagné grâce à un programme d'entrepreneuriat. Le défi de base est toujours de trouver des fonds, car nous avons besoin de fonds pour produire, nous avons besoin de fonds pour obtenir des machines. La plupart des choses que nous faisons sont manuelles, sauf peut-être les foreuses. Nous avons encore besoin de machines pour couper, pour d'autres tâches. Je pense que si nous avons plus de fonds, nous pourrons réaliser davantage. Olamide Babajide réalise en moyenne 7 commandes par mois. Ces produits coûtent entre 16 et 65 $. Avec une population d'environ 21 millions d'habitants, Lagos, la capitale nigériane, génère jusqu'à 10 000 tonnes métriques de déchets par jour. Le pays, riche en pétrole, est confronté à la récession due à la baisse des prix mondiaux de leurs matières premières. Pour faire face à cette crise, le gouvernement incite la population à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans un secteur prometteur comme le recyclage. À l'international à présent, invité d'honneur pour la célébration du 14 juillet, le président américain s'est affiché jeudi avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux présidents ont exprimé ainsi leur détermination à travailler ensemble sur tous les sujets. C'est un symbole de la France qui a été choisi pour accueillir le couple présidentiel américain. La Tour Eiffel et son luxueux restaurant, un dîner à 4 dans un cadre exceptionnel, le président Macron a mis les petits plats dans les grands pour ouvrir les 2 jours de visite de Donald Trump à Paris. Après les crispations liées à la sortie des États-Unis de l'accord sur le climat, les 2 chefs d'État affichent leur entente. L'amitié entre nos 2 nations et entre nous, devrais-je ajouter, est indestructible. Nos désaccords ne sont rien comparés aux liens immortels de culture, de destin et de liberté qui nous unissent. Les divergences, les poignées de main viriles sont décidément loin derrière. Je suis en désaccord sur la lecture que nous avons de l'accord de Paris et l'importance que cela a. Nous avons partagé ce désaccord, comme on doit le faire entre dirigeants. Est-ce que cela doit empêcher, gêner les discussions que nous avons sur tous les autres sujets? Résolument, non, en aucun cas. Sur l'accord de Paris, Donald Trump a déclaré que quelque chose pourrait se passer tout en restant très flou. Reste que le président américain n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Des membres du Parti démocrate résidant en France se sont rassemblés à Paris en signe de protestation. Fin de ce journal, il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Dieu vous bénisse.